le créneau des berlines entièrement électriques est sous-représenté au Québec. Vous avez la Tesla Model 3, vous avez le Polestar 2 et vous avez la Ioniq 6. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Effectivement, oui, à la fin de l'année 2024, peut-être début 2025, le Volkswagen ID.7 va se joindre à cette gamme. Mais ça reste quand même limité. Dans une mer de VUS électriques, la Ioniq 6 est là pour vous montrer que l'aérodynamique, l'efficacité a toute sa place. Alors aujourd'hui, on essaie le Ioniq 6 dans sa mouture de base. Ça, c'est super important. Roue de 18 pouces, modèle Preferred propulsion avec une autonomie EPA de 581 km. C'est pas rien, alors allons-y. Pour ce qui est du design de la Ioniq 6, bien là, évidemment, on est en présence d'une voiture extrêmement aérodynamique. C'est complètement capoté comme design. Même que le derrière de ce véhicule-là nous fait peut-être penser à une Porsche 911, là, les Porsche 911 classiques. Moi, je vais dire chapeau à l'équipe de Hyundai parce que c'est un véhicule définitivement distinctif. Le véhicule était parqué toute la semaine dans l'entrée, dans la rue, puis les gens, les passants, lorsque j'étais dehors, « Hey, monsieur, c'est quoi cette voiture-là? C'est quoi cette voiture-là? Ah, Ioniq 6, là, t'explique tout ça. » C'est une voiture distinctive. En plus, la voiture est dans une peinture mat, finie satinée. On a de la misère à croire que c'est sur un véhicule de cette gamme. On voit ça souvent sur les véhicules de luxe, les Mercedes surtout. Mais non, Hyundai a un procédé de peinture spécial qui permet d'offrir sur des véhicules grand public ce fini mat satiné qui est réellement intéressant. C'est sûr que les gens pourraient se questionner sur la durabilité. Puis moi aussi, j'ai posé des questions à Hyundai Canada. Puis on me répond que le procédé de peinture ici est similaire au fini lustré. La couche finale de protection, là, qui serait le fini lustré sur la peinture traditionnelle, c'est la même chose, il est appliqué de la même façon, mais visuellement, sont finis et satinés. Donc, le même nombre de couches qu'une peinture normale, et théoriquement, selon Hyundai, et c'est ce que textuellement ils m'ont dit, la durabilité dans nos hivers canadiens devrait être similaire à n'importe quelle autre peinture. Ça sera à voir, mais bon, au moins, on a répondu à ma question. D'autres particularités du Ioniq 6, les poignées de porte. On voit ça aussi dans le Ioniq 5 chez Hyundai. C'est des poignées de porte que lorsque le véhicule est en ordre de marche ou complètement verrouillé, les poignées de porte là, sont complètement cachées à l'intérieur du véhicule. Donc, si on verrouille le véhicule, les poignées vont se dissimuler. Si on déverrouille le véhicule, les poignées sortent et là, ça fonctionne quand même bien. Évidemment, c'est comme un peu l'inverse de ce que Tesla fait avec les poignées du modèle Y de la Model 3. Il n'y a rien de motorisé dans les Tesla. Ici, c'est motorisé. L'avenir nous le dira pour la durabilité, mais pour le Ioniq 5, là, ça semble fonctionner. Vous mettrez dans les commentaires si vous possédez un Ioniq 6 ou un Ioniq 5. Est-ce que vous, ça pose problème? Pour moi, à part que la glace se cacherait à l'arrière si les poignées resteraient sorties, je ne pourrais pas vous dire, mais ça semble solide et fonctionnel. Mais honnêtement, là, ferme la porte. Non, c'est une porte très, très solide. Le poignet, ça va bien. Moi, je ne vois pas de problème. Vous remarquerez à l'avant l'absence complète de grille. Évidemment, un véhicule électrique, les requis de refroidissement sont moindres, mais lorsqu'il fait très, très chaud ou on fait une recharge rapide, le véhicule a besoin de refroidir le glycol à l'intérieur de la batterie puis à l'intérieur du système de motorisation. Donc, on doit avoir une grille, on doit avoir un radiateur. C'est caché ici. Là, lorsque le véhicule a besoin d'avoir une prise d'air, ces deux petits panneaux ici vont s'ouvrir et évidemment, il y a un radiateur derrière ça puis le véhicule va faire ce qu'il a à faire. Mais quand même, c'est très réussi de l'avant. J'aime les phares. Signature lumineuse orange, là, ça nous fait penser aussi au Kia Telluride. Ça, là, c'est très, très distinctif. Du côté de l'aérodynamisme, l'attention du détail est vachement impressionnante. Je veux aussi vous dire que le coefficient de traînée est de 0,21 dans ce véhicule-là. C'est très, très, très faible. L'autonomie de 581 km provient en fait d'une certaine façon là, de ce coefficient de traînée très, très bas. Donc, ici, excellent travail. Il y a des bouches aérodynamiques là, ici qui sont toujours ouvertes. Là, puis dans le fond, l'air rentre à l'intérieur et va sortir juste ici. Là. Ça va courir tout le long du véhicule. Puis, ça m'apporte à parler aussi de la roue. Sur ce modèle de base, le Preferred, roue de 18 pouces, là, où, très, très aérodynamique. Comme je vous dis, Ioniq 6, c'est la quête du coefficient de traînée le plus bas, l'ultime efficacité. Puis ça, évidemment, ça vient me chercher. On ne pourra pas enlever à Hyundai qu'ils ont essayé de faire un véhicule extrêmement aérodynamique, mais c'est réussi ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous cette gros aileron? Là? Le gros aileron ici, là, il est permanent. Il est toujours là. Ce n'est pas une option. Ceci sert aussi là, de feu là, pour les freins. Mais très, très intéressant. Là, regardez les détails ici.
Cette petite ligne, on pourrait penser qu'elles sont fonctionnelles, je ne le sais pas, mais probablement. Et le reste de l'arrière du véhicule, bien, on a encore une fois la répétition du thème pixel qu'on a eu sur le Ioniq 5. Bien là, ça se répète ici sur le Ioniq 6 quand même. Très, très distinctif. C'est très facile de reconnaître un Ioniq 6 lorsqu'on le voit dans la rue. Fascinant. On va aller ouvrir le coffre. Là, moi ici, c'est bien le fun là, sur une berline, un haillon électrique, là, comme sur la Model 3, mais ma question, c'est pourquoi? Il n'est pas nécessairement gros, il n'est pas nécessairement lourd. Je veux dire, il y a du coup ici. Là. Je veux dire, surtout sur le modèle de base, est-ce qu'on pourrait juste avoir des vérins triangulés comme on avait sur les bonnes vieilles Volkswagen Passat ou les véhicules de luxe allemands? En réalité, je pose la question ici parce que je me demande, c'est-tu nécessairement nécessaire d'avoir ces vérins électriques? Je ne pourrais pas vous dire. Volume de coffre, je vous dirais qu'il est assez limité, là, malheureusement. Ça y va aussi de la forme du véhicule. Hein? Lorsqu'on regarde, est-ce qu'il y a réellement entre la banquette arrière et la fin du véhicule tant d'espace que ça pour mettre des bagages? Ça va aussi avec le fait que c'est un véhicule avec un très, très long empattement. Là. On parle de 3 mètres d'empattement ici. Donc, évidemment, ça permet d'accommoder la batterie. Et aussi, ça permet d'offrir un espace pour les jambes vachement impressionnant à l'arrière. Vous verrez ça lorsqu'on sera rendu là. Donc, comme je vous dis dans le coffre, évidemment, on peut rabattre les sièges, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, c'est pas l'espace du siècle. Et là, si je pousse toutes mes cochonneries et je vous ouvre ceci, bien, regardez, là, dans le coffre, tout ce que vous avez, là, c'est un petit espace là, pour mettre l'œillet de remorquage, votre câble de recharge, mais moi, j'ai décidé de mettre le câble de recharge à l'avant dans le microscopique front qu'on va aller voir à l'instant. Donc, avec le front ouvert, là, on peut voir là, que j'ai mis le câble de recharge là, juste ici. Comme vous pouvez vous dire, là, même si on a le modèle là, propulsion, il n'y a pas de moteur à l'avant, l'espace est réellement limité. Là. Dans le front, là, on a toute la mécanique, là, tout ce qui est... On a la boîte à fusible, on a la batterie 12 volts, on a accès au liquide de frein, liquide de refroidissement, la vitre, tout ça. Et tout ça, c'est des choix d'ingénierie, hein, parce que le devant du Ioniq 6 est beaucoup plus court que le Polestar 2 et la Model 3, donc c'est un peu logique qu'il y ait moins d'espace et l'intérieur de ce véhicule-là est très, très gros. Donc, à la fin, comme je vous dis, l'ingénierie, c'est toujours un jeu de compromis. Donc, Hyundai a fait le compromis. Moins d'espace pour le coffre à l'avant, plus d'espace à l'intérieur pour le gabarit du véhicule. La situation de recharge du Ioniq 6 est très intéressante. Évidemment, vous avez votre port J1772 traditionnel, recharge de niveau 2, recharger la batterie prend à peu près 7 à 9 heures, tout dépendamment de l'ampérage que vous avez sur le borne à la maison. Et pour ce qui est de la recharge rapide ici, ah ben là, ça roule. Hein? On peut faire sur le Ioniq 6 une recharge rapide 10 80 en 18 minutes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, évidemment, sur la borne appropriée. Étant donné que le véhicule est sur une architecture 800 volts, ce qui est quand même assez rare, il y a plein de véhicules qui s'en viennent 800 volts, mais ça reste quand même rare, surtout dans les véhicules dans cette gamme de prix-là. Avec le double du voltage, on a moins besoin d'ampérage pour recharger à des hautes puissances. Donc, essentiellement, ça facilite pour obtenir des puissances élevées de recharge. Et dans ce véhicule-là, la courbe de recharge est très, très agressive. Au-delà de 200 kW, des 230, 235 longtemps, puis après ça descend tranquillement. Et c'est ce qui nous permet de remplir cette batterie de 77 kWh en 18 minutes. Donc ça, c'est vachement impressionnant. Vous irez voir le défi 500 km qu'on a complété avec ce véhicule-là. On a fait une recharge rapide en 12 minutes sur une borne 180 kW couche-tard. Puis on a remis 35 kWh. C'était super rapide. Puis regardez, le port s'est fermé sur la petite patente à gosse. Désolé. On a juste à toucher ici. Puis là, on est... Ah, le véhicule, c'est verrouillé. Je déverrouille le véhicule et ça roule. Il faut faire attention à ça. On appuie ici et voilà, ça referme. Évidemment, plusieurs d'entre vous se posent toujours la question, Alexandre, la protection de la batterie, la voici, la protection de la batterie. Là. On voit clairement qu'on a une plaque d'acier sous la batterie. Donc, on pourrait dire que ça offre un certain niveau de protection. Évidemment, on n'a rien de qualitatif ici. Bon, allons voir les places arrière du Ioniq 6. Regardons ça. Regardez l'espace pour les jambes. Je suis probablement capable de m'asseoir dans le trou pour les jambes. C'est fascinant. Puis regardez, là, on a les sièges ici. Moi, j'aime ça, là, les véhicules qui ont une sellerie en tissu. Certains diront, oh, non, moi, je préfère le cuir. Regardez, là, c'est moins chaud l'été. Les sièges chauffants, la chaleur est perçue plus vite avec le tissu. Évidemment, c'est peut-être un petit peu moins premium ou luxueux, mais honnêtement, à la fin, là, ça fait pas grand-chose. Puis je préfère les sièges en tissu. Donc ici, Hyundai, belle touche.
Je pense que je vais essayer de m'asseoir juste là, voir. Ben oui, regardez. Je suis complètement assis. Je peux même fermer la porte derrière moi. Fascinant. Hein? On est assis à l'intérieur, mais pas sur les sièges. Donc, comme je vous dis, l'espace pour les jambes, c'est assez impressionnant ici. Par contre, il y a un bémol à l'intérieur du Ioniq 6 et c'est la hauteur du plancher. Regardez là, moi je suis assis. Puis voyez-vous ici, là, on a un triangle là, qui se produit ici malgré que le dossier du siège est réellement incliné. Bien, dans le fond, les adultes avec des jambes quand même assez longues bien, vont devoir pousser leurs pieds sous le siège à l'avant pour que le siège leur donne un peu de support. L'espace pour les jambes est ultra généreux, comme vous avez vu dans la prise précédente. Mais le fait que la batterie surélève le plancher dans les berlines, la Tesla Model 3 est victime du même problème. Bien, évidemment, vous allez être un peu dans cette position-là. Je pense que Hyundai, leur compromis ici, ça a été on va augmenter l'espace pour les jambes. Comme ça, un adulte va pouvoir s'installer comme suit. Et c'est sûr ici que les VUS électriques vont avoir un meilleur confort. La ligne de toit va être plus haute dans les VUS électriques. Ils vont pouvoir réorganiser le siège de façon à ce que cet effet que vous voyez ici va être amoindri. Si le confort arrière est la priorité absolue, bien, peut-être que le Ioniq 5 serait un meilleur produit ici, sauf que, évidemment, l'autonomie va en souffrir. On est dans la définition du compromis d'ingénierie ici. Là. Comment voulez-vous qu'on ait de l'espace pour les jambes, la grosse batterie, le véhicule est aérodynamique et c'est le compromis qu'ils en sont arrivés. Mais pour ce qui est de l'intérieur, la qualité, le Ioniq 6 est un univers plastique. Par contre, un peu comme le Ford Maverick, on a une revue qui s'en vient là-dessus. Je sais que ce n'est pas un véhicule électrique, mais il y a des bonnes raisons pourquoi on fait ça. C'est un intérieur entièrement plastique. L'effort de texture, de couleur, d'agencement, d'utilisation du plastique, bien moi je donne une note de A ici parce que lorsque tu t'assois dans le véhicule, tu n'as pas la perception immédiate qu'on a essayé de sauver de l'argent en utilisant des plastiques. C'est très, très de bon goût. Puis le Ioniq 6, autant que l'intérieur est terne avec des plastiques noirs, toutes les textures sont intéressantes malgré que c'est des plastiques durs. Donc ici, je suis vraiment impressionné. Je suis très, très critique des véhicules qui n'utilisent pas de surface moussée pour leurs intérieurs. Mais je commence à me faire une idée que si on fait des efforts puis on travaille sur le design, bien, on peut faire des intérieurs entièrement plastiques qui sont agréables à l'œil et agréables au toucher aussi. Donc, ici, chapeau Hyundai. Commençons par l'écran central là, du système d'infodivertissement. Ça, c'est le même logiciel que la plupart des produits Hyundai. Évidemment, on va avoir l'application EV ici lorsque c'est un véhicule électrique. Je ne suis pas le plus grand fan du système d'infodivertissement Hyundai, puis même Genesis a une version de ça, Kia a une version de ça, c'est tout le même groupe automobile. Ma plus grosse critique ici, c'est que c'est un système, quoique lorsqu'on le regarde, il est simple, il y a trop de menus cachés, il y a beaucoup de manipulation de l'écran pour faire des choses qui sont simples. Puis c'est pas une question d'avoir des boutons, c'est la logique derrière la sélection de ces options-là. Un exemple super simple, je voudrais aller voir la consommation électrique du véhicule, là, que ce soit le chauffage, préparation de la batterie, le moteur, tout ça. Donc là, si on y va de façon là, logique, juste avec l'intuition, on va aller dans le menu EV. Puis là, on a le menu EV. Puis là, on se dit, OK, où est-ce qu'on pourrait voir là, des détails sur notre énergie? Est-ce qu'on clique sur l'autonomie? Est-ce qu'on clique là? Est-ce qu'on clique là? OK, non, ça nous amène vers les bornes. On parlera de ce menu-là plus tard. Est-ce que je clique ici? Non, OK, ça, c'est la limite de recharge. OK. Puis là, il y a Electricity Use. Use this feature after starting the vehicle. Moi, ça, je trouve ça tannant. Ah, mais vous allez pouvoir dire dans les commentaires, ben voyons, Alexandre, tu capotes. Non, c'est loin les menus. Dans ce véhicule-là, c'est loin les menus. Supposons qu'on veut trouver des bornes de recharge rapide et les filtrer par leur puissance. On retourne dans le menu EV, on clique sur la batterie, Battery Status, non, c'est pas ça. Ah, OK, les bornes. OK, les bornes, là, on veut filtrer, puis là, on peut filtrer. Tu sais, c'est long, c'est compliqué, puis là, tu choisis, puis... Aussi, c'est l'arrangement des icônes. Ça, c'est par défaut. Le média est dans la deuxième page. Là, vous pensez que peut-être que je fais juste critiquer pour critiquer, mais comme je vous dis, je trouve que le système est un peu vieillot. Quoique fonctionnel et rapide, il est vieillot. Juste regardons les cartes ensemble. OK. OK, puis là, lorsqu'on déplace, on a une genre de cible, comme dans un vieux système de navigation Garmin du temps que mes parents avaient, là, de coller dans leur pare-brise. Je comprends là, que peut-être que ça peut vous aider là, à pointer une destination, zoomer, mais
Pourquoi on n'a pas un système comme tout le monde, juste super doux, tout ça? Je ne le sais pas. Donc, c'est ma principale critique du Hyundai Ioniq 6, puis le Hyundai Ioniq 5, ça serait la même chose. Le menu, c'est pas le plus intuitif, puis il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup d'options, puis il y a toujours des choses cachées ici que des fois tu cherches, tu ne sais pas. À la fin, je pense que ça devrait être grandement amélioré. Par contre, toutes les fonctions sont là, il ne vous manquera de rien. Comme je vous dis, on peut même filtrer nos bornes, tout ça, d'accord. Mais ça, c'est ma plus grosse critique ici. C'est vraiment quelque chose que Hyundai doit améliorer parce que la compétition a des systèmes beaucoup plus intuitifs que ça, même plus simples. Et si on parle du combiné d'instruments, par contre, ici, j'aime bien. Donc, il est super simple d'utilisation. On a un bouton sur le volant, on navigue entre 4 menus. Super simple, hein? Aide à la conduite, l'efficacité. Regardez, les consommations sont quand même assez basses. Hein? Dans les derniers 104 km, 15,6. Ça, là, c'est LaSalle, Brossard, Brossard, Laval, Laval, LaSalle, Verdun. Puis évidemment, là, on a roulé sur l'autoroute, là, puis on fait 15,6. Très, très impressionnant ici, l'efficacité de ce véhicule-là. Puis ça fait du sens qu'on aille 581 km d'autonomie. Est-ce que ça va réellement faire 581 km d'autonomie? Il faudrait vraiment, vraiment le tester dans des conditions là, spécifiques. Pour ce qui est du reste des contrôles à l'intérieur, ici, j'aime bien. On a notre bouton pour démarrer le véhicule, un bouton physique pour le volume, contrôle de climatisation qui sont tactiles. Mais évidemment, moi, je suis un fan de la climatisation automatique. Fait qu'en réalité, toutes les personnes qui disent « Ah, c'est tactile, pas capable de l'utiliser », mais moi, je laisse ça en auto 20.5, puis tout ce que je fais, c'est pip, pip, pip. Tu sais, je vous dis souvent, là, je vois beaucoup de journalistes chroniqueurs critiquer ça, mais à la fin, là, les climatisations automatiques sont rendues très bonnes, tu y touches presque plus. En fait, moi, je trouve ça un peu particulier, les gens qui vont utiliser des climatisations automatiques en mode manuel. Moi, ça me fascine, ça, mais bon, faites ce que vous voulez. Donc là, moi, je remets ça en automatique, une vitesse, tout va bien. Puis regardez là, ça aussi une affaire que j'aime, Ford aussi fait ça. On peut sélectionner 3 niveaux d'agressivité de climatisation automatique. Ça, j'aime bien. On a quelques boutons. On a le bouton pour avoir la caméra. Si vous aviez une version Ultimate, vous auriez une caméra 360 ici qu'on peut aller chercher directement avec un bouton. C'est bien. Ce petit bouton-là au bas peut servir de zoom dans le système de navigation. Vous avez un bouton favori ici aussi. Ça, c'est quand même bien. Puis regardez, là, moi, je l'ai mis par défaut à utiliser Android Auto ou CarPlay. Puis ce petit bouton-là se répète sur le volant. Puis vous pouvez le configurer vous-même. Mais moi, j'ai mis le mode EV de configurer avec. Donc, ça permet rapidement d'aller voir les paramètres, comme je vous disais, là, de limite de recharge, l'énergie utilisée, tout ça. Donc, ça, c'est très bien. La situation du levier de vitesse dans la Ioniq 6 est particulière. Donc, c'est un levier de vitesse fixe sur la colonne de direction rotative. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le frein et on fait une rotation. La position de stationnement parking là, se retrouve juste au bout ici. On n'a qu'à appuyer dessus. Donc, ça, quand même, j'aime bien l'utilisation de ça. On a des bras d'essuie-glace traditionnels, des bras de clignotants traditionnels. Évidemment, la Tesla Model 3, c'est terminé. C'est terminé finalement. Maintenant, ça va être seulement des boutons sur le volant. Tandis que le Ioniq 6 va continuer avec une panoplie de boutons. Je vous dirais que je préfère un design comme ça. Puis d'ailleurs, volant à 2 branches, très, très prise en main, très confortable, très, très particulier, mais j'adore. L'espace que vous avez ici, c'est très intéressant. On a aussi notre sélection de modes de conduite, assez facile. Ça a trait aux médias et à l'audio. Puis toute cette partie ici, c'est le combiné d'instruments et le régulateur de vitesse adaptatif. On en parlera plus là, dans la section conduite de cette vidéo-là. Mais tu sais, assez simple, là, vous avez le suivi de voie actif, la distance, les pages du combiné d'instruments. Puis après ça, là, activation du régulateur de vitesse adaptatif, plus, moins. Puis ici, on peut faire là, la petite roulette là, du menu. Si on est ici, comme je vous disais, c'est assez simple, regardez. Là. Puis aussi, le beau détail, là, la roue là, est en plastique, mais elle est molletée, là, très, très agréable au toucher. Les matériaux à l'avant ici, là, quand même, je pense que ça, c'est une des seules surfaces qui est moussée dans le véhicule, donc vraiment le dessus du tableau de bord. Donc, surface molle, avec une belle texture, regardez, on l'entend, là. Puis ici, ce qui est intéressant de l'intérieur, c'est comme si on avait un aileron à l'intérieur de l'intérieur. Là, ça, j'ai trouvé que cette forme-là est très, très particulière. Ce n'est que visuel. Puis ici, on a là, ce petit pavé de plastique là, avec une texture nervurée. J'aime bien. Comme je vous dis, assemblage là, extrêmement solide comme intérieur. Les portes, les textures. Évidemment, tout est dur, tout est terne. Mais l'assemblage ici, c'est impeccable. Donc, gros travail de Hyundai. Hyundai, c'est des véhicules de qualité, mais ici, là, c'est superbe. Situation rangement à l'avant, très, très intéressante. Là. On a un port 12 volts,
sous la console là, avec les deux porte-verres ici et le chargeur sans fil de téléphone, très intéressant. La bobine est inductive et surélevée, donc les téléphones comme les Pixel 7 ou les iPhone Pro Max qui ont des caméras plus épaisses, bien, on peut le mettre là, puis évidemment, le contact va se faire directement avec le derrière du téléphone. Donc ça, c'est très, très bien pensé de la part de Hyundai. Mazda, ici, c'est une grosse lacune. Je ne suis jamais capable de charger un téléphone sans fil dans un Mazda, même si on l'a. Ici, ça fonctionne à merveille. Situation des porte-verres, deux porte-verres à l'avant. Puis là, vous voyez ici, oh! Le bouton des fenêtres, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, un peu comme plein de véhicules dans le passé, le Volvo EX30, le INX6, là, on a le verrou des portes, l'auto-maintien, verrouiller les fenêtres à l'arrière et les 4 boutons de fenêtre. Donc, dans les portes, vous avez aucun bouton pour les fenêtres, c'est-tu capoté? Évidemment, ça doit être une stratégie de réduction des coûts ici parce que ça limite la quantité de câblage qu'on doit passer dans la porte. Dans le fond, on a seulement probablement courant pour le verrou et le fonctionnement du loquet des portes. Situation perplexe, on a un bouton dans les portes arrière. Donc, est-ce que c'est un demi-effort pour sauver des coûts parce que ça se répète quand même à l'arrière? Dans l'optique, on aurait peut-être dû placer le bouton pour les fenêtres ici à l'arrière du véhicule. Donc ça, c'est particulier. Ce que j'aime, par contre, c'est vraiment le gros espace de rangement. Là. Ce que j'aime, par contre, c'est vraiment le gros espace de rangement sous la console centrale. Là. Il y a énormément d'espace. Hein. On fait une blague comme Gabriel. On pourrait placer là, 2 ou 3 poulets du Costco sous la console du INX6. Donc ça, j'aime bien. Là, on peut placer des sacs. Regardez, là, ça, c'est le sac de ma caméra. Il allait là tantôt. Puis là, ça, c'est ma deuxième petite caméra, l'iPhone, pour filmer certains segments. Puis là, j'ai mes petits micros ici. Mais bien, bien pratique. J'aime bien. Là, quand on est dans le INX6, l'espace, là, on a énormément d'espace. Il fait bon vivre. Mais comme je vous dis, malgré que c'est très terne, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est un intérieur vraiment intéressant. Mais là, la question qu'on se pose, c'est combien que ça coûte tout ça? Bien, le INX6 là, à l'essai aujourd'hui, c'est le modèle de base. La seule option, c'est la peinture Finima. C'est une sorte de noir-gris, un gris nocturne qu'on appelle. Bien, en réalité, ce modèle-là commence à 54 999 plus transport et préparation, là, environ 57 000 plus 250 là, pour la peinture. C'est un véhicule qui, évidemment, qui est éligible à toutes les subventions. Hein? En date de ce vidéo, en mars 2024, 12 000 évidemment, on sait que le 1er janvier 2025, on va tomber à une subvention de 9 000 hein, parce qu'on retranche 3 000 de la subvention. Mais bon, pour l'instant, ce véhicule-là est éligible à toutes les subventions. Disponibilité, c'est flou. Il y en a un peu dans les concessionnaires, mais ce n'est pas la même disponibilité qu'on verrait que chez Polestar ou Tesla. Mais la disponibilité des INX6 est meilleure que celle des INX5. Donc ça, c'est quand même à noter. Et qu'est-ce que ça vous donne en termes de spécification, là, ce modèle de base de 54 999? Vous avez une batterie de 77 kWh, architecture 800 volts, comme je vous rappelle. Vous avez accès à la recharge rapide 10 à 80 en 18 minutes. Vous avez une thermopompe pour votre climatisation, ventilation, tout ça. Vous avez un chauffe-batterie, préconditionnement actif, que je vais vous démontrer dans quelques instants comment ça fonctionne. Vous avez caméra de recul, toute surface chauffante, volant chauffant, siège chauffant, climatisation automatique 2 zones, système de navigation inclus dans le véhicule, Apple CarPlay, Android Auto. Vous avez tout donc complet en termes d'équipement. Là où la Tesla Model 3 est plus équipée, elle va avoir un toit en verre, sellerie en cuir, éclairage ambiant. Évidemment, suite logicielle Tesla, pas mal plus complète que celle de Hyundai. Mais à la fin, ici, on a 17 kWh de plus de batterie que la Model 3 propulsion. Donc, voyez-vous, le gain d'autonomie est là. Puis si on regarde du côté du Polestar 2, le INX6 a une suite d'assistance de conduite complète dans ce véhicule-là. Donc, même avec le modèle de base, là, on a régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie actif, ce que Tesla offre, mais Polestar n'offre rien de ça. Il va falloir aller chercher le Pack Plus et le Pack Pilote pour avoir le même niveau d'équipement. Dans ce créneau de 3 berlines électriques, la Tesla Model 3 et la INX6 sont les mieux équipés en mouture de base. Le gros avantage du INX6, c'est le gain d'autonomie impressionnant qui est ajouté parce qu'on rappelle que la Tesla Model 3 propulsion n'a seulement que 438 km d'autonomie EPA. Si on veut dépasser les 500 km, il faut aller dans la version 4 roues motrices. Et oui, il y a une version 4 roues motrices aussi dans la INX6. On parle d'un peu plus de 500 km, je pense 505 km pour la version 4 roues motrices. Puis c'est une option, je vais l'afficher dans l'écran, je pense que c'est une option à 3 000 les 4 roues motrices
sur la Ioniq 6, donc c'est moins cher là, que la Tesla Model 3 double moteur ici. Et avant d'aller sur la route, on va parler du freinage régénératif. Dans ce véhicule-là, on a des petites palettes au volant qui contrôlent le petit icône ici là, que vous voyez marqué LV3. Dans le fond, j'appuie sur le moins, ça change le niveau de freinage régénératif. 0, c'est complètement enlevé. Ici, on appuie sur l'autre palette, plus, le niveau va augmenter jusqu'à iPedal. iPedal, dans le fond, c'est une conduite à une pédale traditionnelle, comme on verrait, par exemple, chez Tesla. Et si on tient longtemps, on tombe en mode auto. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce mode auto? Le mode auto, le véhicule va regarder les limites de vitesse de la route sur laquelle vous êtes, la distance avec le véhicule à l'avant. Il va ajuster la quantité de freinage régénératif en fonction de ces conditions-là. Je me souviens, j'ai essayé récemment un Volvo C40. Lorsqu'on met le véhicule en freinage régénératif automatique, ça fait un peu la même chose. Donc, dans la Ioniq 6 et dans la gamme Hyundai électrique, là, sur la plateforme GMP, Ioniq 5, tout ça, qui a V6, bien, avec ces palettes-là au volant, on peut contrôler même en mode automatique la quantité de freinage régénératif. Donc, en réalité, il y a à peu près 10 niveaux de freinage régénératif différents au travers de toute cette panoplie de configurations-là. Donc, ici, il y en a pour tous les goûts. C'est très, très configurable. Très beau travail. Comment on se sent à l'intérieur du Ioniq 6? Bien, c'est un véhicule spacieux. Définitivement, de par son long empattement, véhicule très, très spacieux. On est bien. L'habitabilité est bonne. La prise en main du volant, c'est excellent. L'information, le répété sur le combiné d'instruments, excellent. Ici, là, il n'y a rien à dire. Siège, d'ailleurs, extrêmement confortable. Ça me fait d'ailleurs penser au siège Volvo. On a un excellent support latéral. L'assise est bonne. J'ai complété le défi 500 km, puis lorsque je suis arrivé à la fin du défi, je me suis jamais rendu compte que les sièges étaient inconfortables ou confortables. Puis souvent, là, lorsque les sièges, je pense pas aux sièges, c'est un véhicule que les sièges sont excellents. Parce qu'en réalité, là, tu fais 5 heures de route dans le véhicule, là, puis tu n'en es même pas rendu compte. Bien là, ici, là, excellent, excellent. Freinage régénératif, là, on est en ville, je suis en mode iPedal, on lâche l'accélérateur. Très bonne récupération, très fort. Puis même, là, regardez, il n'y a personne derrière moi, je suis sûr que le véhicule va s'immobiliser. Le véhicule vient de s'immobiliser complètement, donc ça, c'est super. Puis évidemment, comme je vous disais, avec les petites palettes, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, même le mettre à 0. Puis là, le véhicule est à 44 km/h, puis il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Puis là, j'appuie sur les freins. Ah, je viens de faire un arrêt complet. Parlons maintenant de la pédale de frein. On va accélérer. Bonne accélération. On appuie. Ah oui! Pédale de frein très convaincante, ferme, excellent. Continuons notre route. D'un point de vue de direction, lorsqu'on est en mode normal, la direction est quand même très assistée, mais le véhicule est facile à placer sur la route, c'est précis. Ici, on a des roues de 18 pouces avec des pneus avec 55 de profil. Donc, c'est sûr que ça va être un peu du côté mou et confortable, mais je vous dirais que pour le marché du Québec, je pense que c'est la grosseur de roue qui est l'idéal parce que ça favorise l'autonomie puis c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup moins cher. Mais honnêtement, d'un point de vue de conduite, ce n'est pas nécessairement un véhicule sport, mais évidemment, de par son grand poids, parce que c'est un véhicule électrique, la batterie est grosse, on parle autour de 2000 kg, ce véhicule-là. Il se porte très bien dans les courbes. En fin de courbe, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur à fond, là, on sent que le véhicule est propulsion, là, puis il veut déraper un peu, c'est super agréable. Mais évidemment, je ne vous recommande pas de faire ça, mais le véhicule a énormément de traction, puis le véhicule tient bien la route, puis là, c'est super. Ça fait c'est un véhicule super agréable à conduire, mais je ne vous dirais pas que c'est la voiture électrique la plus sport ici. Le moteur électrique a peut-être 260-270 chevaux, donc c'est suffisant pour les accélérations, mais lorsque vous êtes rendu là, au-delà de 100 km/h, c'est un peu plus dur à accélérer, là, on le sent, là, mais évidemment, de 0 à 100, l'accélération est ultra convaincante, c'est rapide, il n'y en a pas de problème. Là, je veux juste... Il y a un petit défaut, là, toutes les fois qu'on appuie sur le frein et qu'on veut changer la récupération, des fois, vous allez avoir un message d'erreur comme quoi que les conditions ne sont pas respectées. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Là. En réalité, on devrait être capable de changer les paramètres en roulant lorsqu'on appuie sur le frein. Pour ce qui est des aides à la conduite du Ioniq 6, on a un excellent système, là, le HDA, qui est le Highway Driving Assist de Hyundai. C'est un système d'aide à la conduite là, qui inclut régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie actif, très, très solide. Hein? On reste dans le milieu de la voie, le véhicule vous dérange vraiment pas beaucoup. Hein? On roule avec le véhicule et il ne vous dérange jamais. Hein? Même que des fois, je pourrais dire que c'est... Je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais presque, tu peux enlever tes mains du volant puis longtemps là, après, il va te dire « Hey, tu devrais peut-être mettre tes mains ». C'est vraiment surprenant.
Mais d'un point de vue, là, si vous respectez là, les règles et vous l'utilisez de la bonne façon, c'est un système qui est vraiment agréable pour la longue route. J'ai vraiment apprécié la performance du système HDA ici, qui d'ailleurs est de base. Donc ça, c'est super. Vous voyez, le Polestar 2, je l'ai déjà dit, il n'inclut pas ces aides à la conduite. Là, vous avez juste un régulateur de vitesse normal. Tandis que Model 3 puis Ioniq 6, bien, vous avez tout à votre disposition. Donc ça, c'est un peu particulier. Pour ce qui est de l'autonomie, on va parler plus particulièrement de l'autonomie. C'est un véhicule qui a 581 km d'autonomie EPA. OK, ça veut dire quoi? Bien là, ça veut dire qu'il faudrait faire comme 12-13 kWh par 100 km. Hey, c'est vraiment faible, ça. Est-ce que c'est faisable? Bien, hier, je suis parti de LaSalle à Montréal et je me suis rendu à Brossard en empruntant le pont Champlain. La circulation était relativement dense, mais tu sais, ça roulait, là, on n'était pas arrêté. Autour de 85 km/h de vitesse moyenne. Il faisait 12 degrés à l'extérieur, puis j'ai fait 12,1. C'est sur une distance d'à peu près 30 km. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, est-ce qu'on peut faire 12, puis si ces conditions-là se répétaient à l'infini, est-ce qu'on pourrait faire 581 km? Ouais, mais là, c'est, comme je vous dis, c'est un peu exceptionnel. Ce que j'ai pu voir après ma semaine d'essai du Ioniq 6, c'est que je vais appeler ça en situation métropolitaine. Évidemment, on utilise des véhicules en ville sur les grands boulevards, on embarque sur l'autoroute, on est en ville, la circulation est plus dense, donc notre vitesse de pointe est un peu plus basse. On est entre 90 et 100 km/h, 80 km/h. La consommation, lorsqu'il fait en haut de 0 degrés Celsius, on va avoir quelque chose comme 14, 15, 16 kWh par 100 km. Ça veut dire que 450 à 500 km d'autonomie réelle, là, comme votre semaine de travail, c'est tout à fait faisable ici. C'est très, très impressionnant. Là. Ce véhicule-là a beaucoup d'autonomie, il ne faut pas se le cacher. En situation d'autoroute que j'ai pu voir, le défi 500 km, j'ai roulé là, à des températures entre 0 et 5 degrés Celsius. J'ai vu autour de 20 kWh par 100 km, ce qui est quand même bien. Et ça inclut aussi le préchauffement de la batterie actif. Lorsqu'on préchauffe une batterie pour la recharge rapide, ça utilise de l'énergie. Donc, si on roulerait sans le préchauffement de la batterie actif, j'ai vu aussi là, sur mon deuxième segment du défi 500 km, 18 kWh par 100 km sur l'autoroute, à des vitesses au-delà de 100 km/h. Donc, comme je vous dis, sur l'autoroute, entre les recharges, faire 380, 400 km, c'est faisable, mais vous irez voir le défi 500 km là, qui va juste être là pour avoir plus de détails d'un point de vue là, de situation autoroutière, autonomie, tout ça, mais ici, c'est convaincant l'autonomie, puis je pense que c'est le gros point fort du Ioniq 6, c'est que de base, on n'a pas besoin de rien prendre en option. On a une autonomie de 580 km EPA qui, dans la vraie vie, je vous dis, tourne autour entre 400 et 500 km. C'est beaucoup, là. C'est de la vraie autonomie, là. C'est de la vraie de vrai. Donc ça, c'est super. Puis comme je vous ai dit aussi, thermopompe. Donc l'hiver, la demande en chauffage va utiliser moins d'énergie que si on avait un chauffage résistif. Honnêtement, d'un point de vue conduite, Ioniq 6, c'est un véhicule vachement convaincant. Je vous l'ai dit, ma seule lacune, c'est le système d'infodivertissement que je n'aime pas le fonctionnement. Mais à part de ça, j'aime vraiment ce véhicule-là. Je suis très impressionné du travail ici, l'aérodynamique. Quoique l'insonorisation, puis là, ici, vous pourriez dire que j'ai tort, malgré que ce véhicule-là a des vitres doubles, j'en ai parlé dans le défi 500 km, je trouve que lorsque le grain de la route est très... dans le fond, le granulat utilisé pour faire la route là, est très grossier. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent au Québec. À nos routes sont très endommagées. Le véhicule est relativement bruyant, puis aussitôt que vous tombez sur une route avec un granulat qui est plus fin, bien là, le bruit disparaît complètement. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, ça fait du sens. Non, mais parce que quand je compare mon expérience avec le Volkswagen ID4, la nouvelle Model 3, d'autres véhicules, le Volvo C40, l'insonorisation est beaucoup plus linéaire. Peu importe la surface, le niveau d'insonorisation est plus élevé. Tandis qu'ici, je pourrais penser, puis je présume, c'est seulement moi qui fais des suppositions, qui spéculent, l'insonorisation du véhicule a été optimisée pour une gamme de fréquences spécifiques. Ça peut avoir l'air bizarre de dire ça, mais ça fait encore une fois partie des compromis que le constructeur a dû faire pour essayer de rentrer dans un prix, essayer de rentrer dans un requis de matériaux, essayer de rester dans un requis d'ingénierie. Mais est-ce que c'est un véhicule bruyant que vous allez saigner des oreilles? Pas du tout. Je ne fais que comparer à l'intérieur des véhicules qu'on a essayés à plus de millage. Donc, c'est une insonorisation moyenne. C'est bien, mais c'est pas un coffre-fort. Pour l'activer, le préchauffement de la batterie, évidemment, il faut pointer une borne de recharge. Il y a deux méthodes.
Il y a la méthode d'aller chercher la borne directement. Donc, on peut aller dans le menu de navigation, prendre Nearby POIs, on va aller chercher les catégories là, de points d'intérêt sur la carte. Puis là, on a les bornes de recharge ici. On a un menu. Puis là, voyez-vous, si on a un petit filtre, là, vous pouvez y aller filtrer par puissance et par fournisseur. Donc, ça, c'est super. On revient. Puis là, vous avez toute la panoplie là, de bornes de recharge. On va même avec la connexion là, info nuagique, là, Blue Link, ici, qui est un abonnement de 3 ans gratuit avec le véhicule. Bien là, on va vous donner plus d'informations. Là, ce que je vais faire, je vais juste prendre une borne quelconque, là, Outremont. Là, évidemment, on peut prendre n'importe quoi, là, mais j'essaie d'en avoir une qui est DC+. Bon, à cause que j'ai mis les bornes de 50 kW, là, c'est de ma faute. Là, on va juste les enlever. Bon, OK, on a juste des bornes rapides. Ah, Couche-Tard-Crémazie, c'est un bon exemple. C'est une borne 180 kW ABB. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser le système de navigation manuellement et aller pointer la borne vous-même. Je peux vous montrer un exemple. Par exemple, je crois qu'à Saint-Hubert, il y a une autre borne Couche-Tard juste ici sur le boulevard Cousineau. La voici. Bien là, dans le fond, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus, puis là, vous allez voir Couche-Tard, blablabla, puis vous la mettez comme destination, puis ça va faire la même chose, évidemment. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller rouler un peu, puis je vais essayer de voir si, comme je vous disais, le petit serpentin là, s'active là, pour la recharge rapide. Et après avoir conduit peut-être 200 mètres, voilà, le petit serpentin apparaît de la batterie. J'ai eu un petit message aussi juste ici. La batterie vient de commencer à préchauffer pour atteindre une vitesse de recharge rapide maximale. Aussi, fait intéressant à noter, ce système de préchauffement va se désactiver autour de 17-18 % de statut de charge. Donc, on vous recommande, puis là, dans le fond, ça, c'est des gens qui ont des Ionexis qui m'ont envoyé des courriels. Bon, merci, on va remercier André pour les petits trucs ici. Après le 17 % bien, la batterie va arrêter de chauffer. Puis dans le fond, c'est là que c'est peut-être l'idéal de juste se diriger rapidement vers la borne de recharge rapide. Essayez pas de faire comme moi, de descendre votre batterie à 0 % malgré qu'il n'y en a pas de problème. Avec ce véhicule-là, pour être optimisé là, avec votre température, s'il fait très froid, là, essayez de recharger le plus rapidement possible. Lorsque le préchauffement va se désactiver, mais regardez, on a prouvé le point. On a pointé manuellement, on a pointé une borne avec le système de navigation, on l'aurait pointé manuellement, ça aurait fait la même chose. Donc, préchauffement de la batterie fonctionnelle ici. Parlons maintenant de l'architecture 800 volts du véhicule. Je vous rappelle, on est sur la plateforme EGMP de Hyundai, qui est une plateforme entièrement designée autour d'un pack batterie, d'une tension là, approximative de 800 volts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus le voltage de votre batterie va être élevé, moins le véhicule va avoir besoin d'ampérage pour délivrer de la puissance. Parce qu'en réalité, mettons, on va y aller simplement, le voltage fois l'ampérage égale la puissance. Super simple. Si on avait une batterie d'une tension de 400 volts et on avait 100 ampères, bien, on pourrait aller chercher 40 kW. OK. Mais si on a la même batterie, 800 volts, puis on met 100 ampères, bien, on va aller chercher 80 kW, le double. Essentiellement, lorsqu'on double le voltage, bien, on a besoin de moins d'ampérage, la moitié, pour faire la même chose. Et il est où l'avantage ici? Pour les mêmes raisons, un véhicule avec une architecture 800 volts va avoir du câblage qui est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus léger pour transporter l'électricité, délivrer la puissance. Puis là, c'est là le gros avantage. Ça fait que cette architecture-là est sensiblement plus légère, a des meilleures performances de recharge rapide parce que la demande en ampérage est moindre. Donc, les équipements de recharge rapide, s'ils sont compatibles 800 volts, ont besoin de délivrer moins d'ampérage pour aller chercher des puissances fulgurantes. Par exemple, les véhicules dans la plateforme EGMP de Hyundai ont des recharges rapides, là, 10 à 80 % en 18 minutes, on en a parlé. Bien, comment ils font ça? C'est que, évidemment, le véhicule peut aller chercher, par exemple, 300 ampères. On multiplie ça par approximativement 800 volts, 700 volts. Puis là, ça va nous chercher des puissances là, au-delà de 200 kW. Puis c'est pour ça que ces véhicules-là rechargent vite. Si le véhicule était une architecture 400 volts, on pourrait faire une recharge rapide en 18 minutes. Mais le problème, c'est qu'on aurait besoin du double de l'ampérage. On parlerait de des ampérages là, de 600, 700 ampères. C'est comme ça que Tesla fait avec les véhicules là, avec la batterie longue autonomie là, de 75 kWh. Bien, eux vont chercher 250 kW au départ de leur recharge rapide. Bien, si on regarderait dans le menu service d'une Tesla,
bien, on voit que la borne nous donne là, 700, 750 ampères, 600 ampères, plus graduellement ça descend. C'est comme ça qu'ils font Tesla. Mais la plupart des fournisseurs de recharge rapide ont des bornes qui peuvent délivrer maximum 400 ampères, 350 ampères, 300 ampères. Puis c'est là que les véhicules 800 volts. Fait que dans le fond, c'est beaucoup moins difficile pour le véhicule d'aller chercher une puissance maximale parce que le voltage est doublé. C'est ça l'avantage de 800 volts. Porsche et Audi ont été les premiers à amener ça avec la Taycan puis la e-tron GT. Bien, Hyundai, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils apportent ça dans une gamme de véhicules moins chers. Évidemment, ça reste des véhicules chers. On était au départ à 55 000 $. C'est pas pour tout le monde. Tout à fait conscient de ça. L'abordabilité des véhicules électriques, c'est super important pour nous à Plus de Millage. Puis, ça reste quand même des véhicules chers. Mais quand même, hein, les véhicules 800 volts Porsche, c'est des véhicules à 120 000 $ et plus. Puis là, on a la même architecture pour la moitié prix. Donc, quand même, hein, bravo Hyundai là-dessus. Donc, hein, rapidement, on n'ira pas trop dans les détails techniques, mais une architecture 800 volts, c'est ce que ça vous procure, c'est que c'est beaucoup plus efficace. Et aussi, lorsque le véhicule délivre de la puissance, bien, il y a moins de pertes en chaleur parce que de l'électricité qui passe dans n'importe quel média, conducteur ou un câble, bien, génère de la chaleur. Il y a toujours une perte en chaleur là, lorsqu'une machine électrique fonctionne. Bien, à 800 volts, puisque vous utilisez la moitié moins d'ampérage pour la même puissance donnée, bien, dans le fond, il y a moins de perte en chaleur. Donc ça aussi, c'est efficace. C'est ce qui procure... C'est un élément de la grande efficacité de cette plateforme de véhicule. Le 800 volts, il y a moins de pertes aussi. Maintenant, je suis content que vous le savez, autant que moi. Donc 800 volts, ça a des avantages. Puis on peut utiliser ce calcul-là à toutes les sauces. On pourrait dire, mais si le véhicule a une tension de 1200 volts, ça fait quoi? Bien, la demande... Pour la même puissance que vous allez avoir de besoin, vous allez avoir besoin de moins d'ampérage. La règle mathématique ne change pas. Est-ce que des véhicules 1200 volts, c'est possible? Je ne le sais pas. Mais théoriquement, c'est possible. Et voici ce qui met fin à notre revue du Hyundai Ioniq 6. Qu'est-ce que j'en pense de ce véhicule-là? J'en pense que c'est un véhicule extrêmement nécessaire parce que plus on a de berlines électriques, plus on a de compétition pour la Tesla Model 3. Tesla Model 3 est un véhicule que j'apprécie énormément et qui est pour moi encore la référence. Mais savez-vous ce que je vais vous dire aujourd'hui? Il y a maintenant deux références dans les berlines électriques, le Ioniq 6 et la Tesla Model 3. Donc à la fin, là, choisissez celle que vous voulez au prix qui vous convient. La Tesla Model 3 est un peu plus disponible, mais le Ioniq 6 est relativement disponible et les performances sont au rendez-vous. C'est un bon véhicule. Je vous dirais que ma grosse critique ici, c'est vraiment l'interface du système d'infodivertissement qui n'est pas nécessairement à mon goût. Mais si vous êtes un habitué des produits Hyundai et que vous aimez ce système-là, bien dans le fond, il n'y en a plus de problème. Vous pouvez y aller avec ça. On vous le recommande. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser un petit like, peut-être même vous abonner. Et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.